On a le plaisir de recevoir autour de cette table, pour cette discussion intitulée « Regarder et montrer la violence », Eleonora Calvelli et Nathalie Malice. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, vous faites partie toutes les deux des photographes invités pour la Biennale cette année, et nous pouvons découvrir vos images dans l'exposition collective pensée et conçue par Magali Avezou, intitulée « Bruissement ». Cette exposition, dont le vernissage a eu lieu ce matin, est particulière parce qu'elle interroge l'espace domestique et les fragments d'histoire, d'intime et de mémoire qui s'y déposent. Et elle le fait dans un endroit qui fut lui-même un lieu d'habitation, à savoir un appartement du 14e étage de la Tour de l'Europe à Mulhouse, un gratte-ciel et immeuble célèbre transformé depuis la précédente édition du festival en espace d'exposition. Alors, avant d'évoquer avec vous vos œuvres et publications respectives, peut-être vous présenter brièvement. Et je vais commencer par vous, Eleonora Calvelli. Vous êtes photographe italienne et vos images explorent la question sociale, culturelle et les mécanismes de représentation médiatique. Après avoir étudié à l'université La Sapienza de Rome, puis à la Scuola Romana di Fotografia, vous avez développé depuis 2008 des projets documentaires au long cours. Vos séries, souvent réalisées en argentique, interrogent l'intimité, les identités familiales, ou encore la télé-réalité comme miroir de la société contemporaine. Votre précédent livre, Im Bloom, posait un regard sensible sur des familles homoparentales, et ce sont des photographies de votre série Making Love to G is Gonna Be Like the First Time I Try a Cheeseburger, que l'on peut voir dans l'exposition Bruissement, un travail qui fait l'objet d'une publication sous la forme d'un livre d'artiste auto-édité en 2023 et que nous avons ici, et que nous allons regarder également sur l'écran. Nathalie Malice, vous êtes photographe belge, basée à Bruxelles, formée à l'ESA le 75, puis à la Casques School of Art de Gand. Vous développez une pratique à la frontière du documentaire et de la photographie plasticienne. À travers l'image et le texte vous mêlez subtilement votre travail explore la mémoire traumatique, les violences intrafamiliales, le handicap, la santé mentale et les inégalités de genre. Ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, c'est votre série La Grande Maison, saluée dans plusieurs festivals européens, une série qui transforme l'espace domestique en territoire émotionnel où se mêlent souvenirs, blessures et réparations. Une œuvre qui dialogue avec celle de Eleonora au sein de l'exposition imaginée par Magali Avezou et qui fait elle aussi l'objet d'un livre, votre premier, qui est apparu en 2024 aux éditions du Caïd, dont on peut voir la couverture sur l'écran. Alors Nathalie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce livre et ce travail, pouvez-vous nous dire quelle est cette grande maison et pourquoi il vous a semblé un jour nécessaire d'y revenir et de la réinvestir avec un regard autre qui est celui de l'autrice et de la photographe que vous êtes? Mais alors la Grande Maison, c'est un projet que j'ai commencé en 2018. J'étais en deuxième année de licence au 75, on dit 75 en Belgique. Cette grande maison, en fait, c'est un espace mental. Au départ, je pensais que c'était une maison dans laquelle j'avais grandi un week-end sur deux pendant mon enfance. Et en fait, j'étais en proie, quand j'avais 20 ans, j'avais des cauchemars récurrents où en fait, sans cesse, j'étais ramenée toutes les nuits dans des décors en fait, qui étaient assez familiers. Et donc, pour essayer de mieux comprendre ces cauchemars, mieux comprendre leur origine et ce qui s'était passé dans ces lieux, j'ai décidé en fait, de retourner sur ces lieux avec mon appareil photo. Et donc au départ, c'était dans une maison très spécifique. Et puis je me suis rapidement rendu compte que ces décors, ils n'étaient pas du tout limités au territoire et à l'espace qui était entre les quatre murs de cette maison. Et donc cette grande maison, que j'appelle la grande maison parce que la plupart du temps, j'habitais dans un petit appartement, donc en contraste, j'appelais ça la grande maison. Elle a rapidement eu en fait une superficie beaucoup plus large en s'étendant à d'autres maisons dans lesquelles j'allais, mais aussi à d'autres endroits, à des endroits dans l'espace public, etc., aux alentours de ces lieux très spécifiques. Alors, c'est une série que vous avez réalisée entre 2018 et 2022, il me semble. Oui, 2023. 2023, pardon. Et on se rend compte quand on entre dans la matière du livre que dès la couverture, il y a quelque chose d'assez particulier. En fait, vous nous montrez donc cette maison, mais en même temps ce toit, éventuellement, mais en même temps, ça ressemble aussi à une sorte de linceul, un drap qui recouvrirait des souvenirs, des choses en tout cas, des choses mentales, puisque vous avez parlé d'espace mental. Et dans le livre, on retrouve cette idée dès la première image, finalement, qui nous montre
une chose qui est un petit peu emmitouflée, calfeutrée comme ça, enveloppée en tout cas du moins. Et c'est une forme qu'on retrouve plusieurs fois dans le livre, des choses qui sont enfermées, emmitouflées, et qui nous donnent beaucoup la sensation du huis clos et de l'idée d'un monde dont on ne peut s'évader et que le regard extérieur ne peut pas pénétrer. Est-ce que c'était quelque chose qui a décanté au fur et à mesure en fait, du travail photographique sur place, ou est-ce que c'était déjà des formes, des figures que vous vouliez mettre en scène avant même de commencer le travail de captation dans la grande maison, en l'occurrence? Je pense que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure du processus de création. En fait, au niveau de la couverture, déjà, l'idée, c'était de partir en fait, sur un objet assez ordinaire qu'on pourrait retrouver en fait, dans les bibliothèques de chacun, un livre qui serait assez discret. La couverture est verte, en référence aussi à la collection de la Bibliothèque verte, qui étaient des livres que je lisais beaucoup quand j'étais enfant. Et l'intérieur, ici, au niveau... Je vais vous montrer tout de suite. Au niveau de ces pages d'entrée, en fait, c'est une référence au papier peint de ma chambre d'enfant dans la grande maison que j'avais envie de reproduire pour vraiment évoquer cette chambre-là et cet espace qui était très particulier. Aussi, au niveau de la couverture, ce qu'on voit, c'est un dessin, une illustration de Suzy Delard, qui était une étudiante à l'époque en illustration au casque de Gand, donc à l'Académie royale des beaux-arts. Et en fait, ce qui était assez incroyable, j'étais en train de faire ce projet. Et un jour, je suis sur Instagram et je scrolle et je tombe sur cette illustration. Et en fait, je suis assez bouleversée parce que c'est dans mes cauchemars, j'étais souvent poursuivie dans cette maison et je terminais toujours par prendre tous mes jouets dans mes bras et sauter par la fenêtre. Et ce qui était incroyable, c'est de me dire, mais en fait, toutes les nuits, moi, je saute de cette fenêtre-là, de cette illustration. Sauf qu'elle a été dessinée, elle est dans la tête de quelqu'un d'autre, mais c'est exactement cet angle-là que je vois. Et donc, je lui ai écrit. Et voilà, j'avais envie de pouvoir utiliser cette illustration pour la couverture de mon livre parce que c'était une image que je n'arrivais pas à réaliser moi-même et qui est tout d'un coup là sur le papier. Et c'était sorti de la main de quelqu'un d'autre et je trouvais ça assez fascinant. Et cette question de l'enveloppement, je pense qu'elle vient aussi de la dimension de la charge émotionnelle du textile et des tissus. Parce que j'avais aussi beaucoup de souvenirs assez sensoriels de cette période, le velours, des canapés, etc., qui étaient très, très marquants pour moi et très forts, la texture des papiers peints aussi. Et je pense qu'il y avait cette volonté-là de justement pouvoir transmettre quelque chose en photographiant ces tissus, qui aussi cache en fait, et enveloppe des objets. Et pour moi, il y avait vraiment cette notion de ce qu'on montre, de ce qu'on ne montre pas, de ce qu'on ose montrer, de ce qu'on n'ose pas montrer, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, et des violences en fait des violences intrafamiliales qui se cachent derrière les apparences, qui se cachent derrière ces portes fermées dans des quartiers très résidentiels, etc. Et donc pour moi, ça pouvait vraiment symboliser cette question-là en fait, Ouais, ce qui se cache dans les ombres et dans les plis. Voilà. Exactement, oui, vous parliez justement de ces matières, de ces velours, ces textures qui se rapportent à l'enfance. Et je trouve que vous touchez dans ce livre à quelque chose d'universellement ressenti, je pense, qui est le fait que la maison de l'enfance, elle est d'abord métonymique, c'est-à-dire c'est d'abord une somme de sensations, une somme d'objets tels que des bibelots décoratifs qui ont imprimé notre rétine parce qu'on les a vus tous les jours étant enfant, une nacelle de balançoire, une paire de chaussures, une râpe à fromage ou un ours en peluche tel que vous le photographiez dans le livre. Et je pense que toutes ces choses dans l'imaginaire de l'enfance, elles cristallisent, elles sont perçues comme des artefacts étranges et menaçants, peut-être. Et moi, ça m'a fait penser beaucoup à un film de Charles Lawton, La Nuit du chasseur, de 1955, qui reprend après un peu cette idée où une maison, normalement, c'est un espace rassurant, c'est un espace, surtout quand on est enfant. Et là, d'un seul coup, des choses qui pouvaient être rassurantes parce qu'elles étaient montrées alors dans un noir et blanc très spécifique, dans un éclairage très spécifique, elles devenaient d'un seul coup un petit peu menaçantes, elles nous reconnectaient avec ces choses qu'on a pu voir enfant. Alors justement, je parle de nuit. Vous avez une phrase très belle, très évocatrice en 4e de couverture. Vous dites « La nuit », vous écrivez plutôt, « La nuit nous ramène au souvenir que nos jours s'efforcent d'oublier ». Toutes les photographies ont été prises de nuit dans ce livre, ou il y a des photos diurnes aussi? Parce qu'on a l'impression, une sensation en tout cas, de glisser dans une nuit, effectivement. Oui, je pense que quasi toutes ont été prises dans la pénombre. Là, toutes celles que j'ai en tête ont été prises la nuit. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ont été prises de jour, mais c'était vraiment extrêmement rare. Parce que j'allais en prise de vue la nuit ou le soir.
Et vous utilisez un flash ou... Oui, systématiquement, sur quasi l'entièreté des photos, il y a un flash. Alors au niveau de la photographie argentique, c'est un flash Cobra que je mets sur mon 35 mm. Et j'ai aussi fait des images au Polaroid lors de la deuxième phase du travail. Et là aussi, j'utilisais le flash du Polaroid, etc. Et justement, cette utilisation du flash, elle avait une... alors c'était simplement pour dégager de la lumière, ou alors il y avait aussi une intention plus formelle peut-être dedans, de glisser vers quelque chose d'un petit peu irréel, un petit peu plus artificiel dans le rendu? Oui, je pense que pour moi, c'était une manière de faire une différence entre le moment de la prise de vue et ce que ça évoquait. Ça permettait aussi d'évoquer, de coller le plus possible à ce que je voyais la nuit dans mes cauchemars et de ce que j'essayais de représenter. Ça permettait de mieux dessiner aussi les objets, de leur donner ombres, aussi... on le voit ici, oui, c'est ça justement. Ah ouais. De créer des projections en fait, sur les murs de choses qu'on ne voit pas dans la forme originale, mais qui pourtant restent, et donner une autre dimension. Une deuxième grille de lecture aussi à ces objets, à ces silhouettes. C'était quelque chose que je recherchais en fait, vraiment. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un travail très subtil sur le noir et blanc dans le livre, par rapport aussi à l'impression du livre, avec beaucoup de nuances de gris. C'est moins du noir et blanc qu'une infinité de nuances de gris comme ça. C'est très beau. Et je me demandais, vous parliez de vos cauchemars. Alors c'est parce que justement vos cauchemars étaient en noir et blanc que le livre s'est imposé en noir et blanc? Oui, je rêvais entièrement en noir et blanc, donc ça aurait été étrange pour moi de garder des couleurs. Et aussi, au 75, il y a une tradition de la photographie en noir et blanc. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais étudiante au 75 que je me suis mise à rêver en noir et blanc? Peut-être, je passais énormément de temps dans les labos, parfois 10 heures par jour. Peut-être que c'est pour ça. Mais en tout cas, mes cauchemars étaient complètement désaturés. Et donc, le noir et blanc s'est imposé sur ce projet sans aucune hésitation. Alors un point commun entre vos deux livres, Nathalie et Léonora, c'est la nature du corpus photographique qui mêle à chaque fois deux régimes d'images différents. Chez vous, Nathalie, on retrouve donc des photos qui sont prises avec un réflexe tel que celle-ci, un réflexe argentique 35 mm. Et puis il y a aussi, que vous avez maquetté en plus petit format, des Polaroids, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce voisinage entre deux régimes d'images, deux formats, deux techniques qui se mêlent dans le livre? J'ai l'impression que le ressenti qu'on a devant ces images qui sont presque pleine page n'est pas du tout le même que celui qu'on a devant les Polaroids. Mais en fait, donc, j'ai commencé vraiment en travaillant à l'argentique la première année. Et lors de la deuxième année de travail, etc., je me suis rendu compte que retourner en prise de vue, etc., commençait à devenir assez anxiogène et j'avais envie de pouvoir avoir un résultat plus rapide, de pouvoir avoir un aperçu plus rapide et un rapport plus immédiat à l'image. Et donc, je suis passée au Polaroid aussi pour me dégager d'une certaine contrainte technique et parce que j'aimais le fait, non pas d'utiliser le Polaroid comme un objet mémoriel, etc. Et c'est pour ça que je les recadre et que je ne garde pas ce cadre blanc autour des images, mais vraiment comme une surface sensible qui est faillible comme la mémoire. Et je voulais l'utiliser comme ça. Alors vous travaillez également le noir et blanc, Eleonora, dans votre livre, à travers ces photographies prises au moyen format argentique. On va y venir. Alors attendez, je vais avancer un tout petit peu dans le conducteur. Voilà, pour arriver au livre d'Eleonora. On les a mis un peu bout à bout, désolé, c'est pas très... voilà, mais on y arrive. Et donc j'en étais où? J'ai perdu le fil, excusez-moi. Oui, donc sur le noir et blanc. Et donc, il y a deux régimes d'images en fait, également dans votre livre, Eleonora. Il y en a certaines qui sont donc prises au moyen format argentique et qui sont extraits d'un reality show britannique qui s'appelle Georgie Shore, dans lequel des participants, alors on va voir ces images ici, ont des rapports sexuels, le plus souvent cachés sous des draps, afin de se protéger du regard des caméras de la production. Ce sont ces images-là que vous captez, donc on peut le voir ici. Et ce groupe d'images encadre une série de centrales en couleurs, au format différent, pleine page. Les voici. Prises avec un boîtier compact dont vous avez déréglé la focale afin d'obtenir des images floues. Et cette série en couleurs capture des instants d'un autre programme de télé-réalité américain, celui-là, qui s'intitule Bad Girl Club, dans lequel des femmes s'agressent et se battent entre elles.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette façon de mêler ces deux échantillons télévisuels au sein d'un livre et nous parler de la manière dont vous avez transformé en fait cette matière avec le médium photographique? Et plus globalement, est-ce que vous pouvez nous revenir avec nous sur le point de départ de ce projet et son développement? Ça fait beaucoup de questions. And also, how did you start this entire project? I started this project for the first time shooting a picture on the TV screen while watching an Italian reality TV show named L'Isola dei Famosi, that in English is almost famous. And for the first time I saw two women fighting in the television. So I researched on Google some keywords like girls fighting, and I found a lot of video, both from real life and both from reality TV show. The reality TV Bad Girls Club for me was the most important, and so I tried to shoot to the computer screen, and I started the color part. The color part is about a reality TV show, American reality TV show named Bad Girls Club. And so the black and white one? Okay. The black and white is about another reality TV show that is named Geordie Shore. Is a British reality TV show. And like the Big Brother has a typical format of a reality show in which boys and girls are in a house and are filmed 24 a day. Alors j'ai commencé ce projet en prenant en photo mon écran, en regardant une télé-réalité italienne qui s'appelait L'Isola dei Famosi, qui veut dire presque célèbre en français. Et du coup j'ai vu pour la première fois dans cette télé-réalité des femmes qui se battaient physiquement. Et donc j'ai cherché les mots-clés sur Google, filles qui se battent, et j'ai trouvé tout un tas de résultats, de vidéos. Et je suis tombée du coup sur une télé-réalité américaine qui s'appelle Bad Girls Club, et donc ça a donné la série que l'on voit en couleur dans le livre. Et pour la série en noir et blanc, ce sont des extraits d'une télé-réalité qui s'appelle Geordie Shore, qui cette fois-ci est une télé-réalité britannique, dans laquelle des femmes et des hommes sont enfermés 24 heures sur 24 et filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc comme une télé-réalité qui s'appelait Big Brother, qui est une des premières télé-réalités. Alors la télé-réalité, c'est devenu un programme malheureusement universel, c'est-à-dire que chaque pays a ses programmes de télé-réalité. Vous avez choisi de vous concentrer et de capturer, en fait, de travailler à partir de programmes qui sont étrangers, enfin qui sont anglophones, en l'occurrence anglais et américains. Pourquoi vous n'avez pas choisi une télé-réalité italienne, par exemple, puisque vous nous avez dit que le point de départ, c'était un programme italien? So why did you choose to work with an English reality TV show, not an Italian one? Shooting an Italian reality show wasn't a right thing for me, for the reason that Italian seeing a reality TV in Italian for me was too vulgar and rude, and so this my modern tongue language distracted me, and I decided to shoot in English, a reality TV show in English. So this is not a judging question, but only
a question related to the language. Moi, prendre en photo une télé-réalité dans ma langue maternelle, c'était très étrange. Et vu que c'est ma langue maternelle, je n'avais pas assez de recul, c'est trop vulgaire. Et c'est pas une question de jugement ou de morale, mais c'est vraiment une question de langage. Alors, vos deux travaux, Nathalie et Léonora, nous parlent à leur manière de corps vulnérables à l'intérieur d'espaces domestiques vécus ou artificiellement recréés, comme c'est le cas dans cette télé-réalité. Il y a le corps de l'enfant face à l'adulte abusif dans la grande maison, et puis il y a celui de jeunes gens, et le plus souvent de jeunes femmes, livrés en pâture au public et au système médiatique dans Making Love to G. Et un des grands troubles provoqués par votre livre, Éléonora, c'est que les images représentant des corps en train de faire l'amour, eh bien, ne dégagent absolument rien de sexuel ou de sensuel. On y voit la plupart du temps des lits, des amoncellements de draps, des couettes dissimulant les occupants. Et au final, ces images monochromes dégagent quelque chose de presque funèbre, comme si on était devant des scènes ou un spectacle macabre avec des corps sans vie recouverts d'un linceul. C'est accentué d'ailleurs par le cadrage en noir et blanc qui est assez comme ça resserré sur ces lits. Et complètement à l'opposé, au contraire, dans la série qui s'intéresse à cette télé-réalité où des corps sont censés se battre, eh bien, on a l'impression de voir plutôt des corps qui s'attirent, qui s'étreignent, qui s'embrassent et qui se donneraient potentiellement du plaisir. On ne sait plus vraiment si ces femmes s'attirent ou se repoussent au final. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette ambiguïté visuelle et qui travaille l'ensemble de votre livre, de cette tension entre ce qui est caché et ce qui est montré, de cette manière paradoxale de montrer la violence finalement? Could you tell us more about this tension between hiding and revealing and the paradoxical way in which violence is perceived? Mm-hmm. Yeah, in the color section, we have girls fighting and arguing, but all the photographs have an erotic touch, and this kind of erotism catch the attention of the viewers. And in the black and white section, I wanted to depersonalize the act of lovemaking and treat the photograph and the shoot with like a still life. Yeah. Donc dans la série en couleur, les images ont une touche en effet très érotique. Parce qu'en fait, le corps des femmes, ça engage et ça absorbe l'attention du public. Alors qu'à l'inverse, dans la série en noir et blanc, j'ai essayé vraiment de plus les traiter comme des natures mortes. Et alors la présence des corps, elle est moins directe, ou en tout cas elle est plus discrète dans votre livre, Nathalie. Ce sont plutôt des fragments de lieux et des objets que vous photographiez et qui témoignent de leur passage, de leur vécu de votre passage et de votre vécu dans cette maison. Néanmoins, dans quelques images, ils nous apparaissent comme des silhouettes, ces corps muettes et plutôt fantomatiques, souvent de dos, dans des postures figées. Est-ce que c'était important pour vous de connecter la grande maison avec celles et ceux qui l'ont habitée, dont vous, puisqu'il y a aussi un autoportrait dans le livre. C'est la seule image d'ailleurs où on voit un visage qui nous regarde, c'est le vôtre. Dans un livre qui par ailleurs se distingue par sa grande pudeur dans la façon d'aborder ces sujets souvent passés sous silence. Alors je vais vous laisser répondre et puis je vais passer ces images pour que ce soit plus concret pour le public. Je vous en prie. Mais, pour moi, c'était important d'y inclure des corps parce que cette histoire, c'est une maison qui était habitée d'une certaine manière, parce qu'il y avait des personnages dans mon enfance. Il y avait des témoins muets que je pense qu'il était important d'inclure. Ils sont de dos parce que c'est mon histoire à moi, c'est mon choix de raconter cette histoire douloureuse. Et donc, pour moi, c'était important d'être le seul visage qui était impliqué là-dedans. C'était mon choix, c'était ma responsabilité. Et c'était ma décision. Et pour moi, ça semblait plus juste d'être la seule à assumer aussi cette histoire et à la porter.
Il y a aussi une question par rapport au corps, d'échelle de grandeur, parce que c'est des lieux où j'allais principalement quand j'étais petite. Donc j'avais le corps d'un enfant et c'était assez intéressant de redécouvrir ces lieux, de redécouvrir ces ombres, ces cages d'escalier avec mon corps d'adulte. Et donc il y avait aussi une réflexion là-dessus, sur le temps qui passe, mon corps qui change aussi entre le début du projet et la fin où mes cheveux poussent. Il y a une image à la fin du livre où en fait mes cheveux sont vraiment beaucoup plus longs et c'est parce qu'en fait il y a 3 ans qui s'écoulent. Et donc la notion du corps, je l'aborde vraiment comme ça. Et il y a aussi quelque chose qui moi m'intéressait particulièrement, c'était la notion de se faire de nouveaux souvenirs dans ces lieux-là, puisqu'en fait maintenant ils sont plus uniquement teintés des souvenirs que j'avais à l'époque et de ce qui s'est passé à l'époque, mais aussi des moments de prise de vue de moi adulte, comme si je revenais chercher l'enfant que j'étais dans cette chambre d'enfant par exemple, et qui revient sur ces lieux avec une caméra, avec un trépied, et qui parfois met son trépied sur des objets, etc., pour être en capacité de pouvoir prendre certaines images et de photographier certains objets. Donc il y avait vraiment cette question-là, et c'était aussi intéressant pour moi d'explorer. C'est pour ça aussi qu'il y a des témoins, pour essayer de réfléchir à l'origine de la violence, en fait, de savoir, ok, d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est quelque chose qui peut être transmissible ou non, est-ce que c'est quelque chose qui peut être transmissible par des vêtements, parce que sur l'autoportrait qu'on a montré, je porte un vêtement qui ne m'appartient pas, de questionner en fait cette question générationnelle à laquelle je n'ai pas de réponse personnellement, mais c'était un de mes questionnements que j'avais envie d'explorer dans ce livre, et voilà, qui est suggéré par ça. Tout est toujours un peu en filigrane. J'essaie de trouver les mots justes, de trouver une manière juste, délicate et suggestive de parler de cette question-là à travers le livre et à travers l'image photographique en général. Vous avez travaillé un petit peu à la manière d'un metteur en scène de théâtre ou de cinéma, parce que c'est vrai que quand on voit par exemple cette photographie, la posture, elle a presque rien de naturel. Enfin, c'est une image forte, on a presque l'impression de voir quelqu'un, mais qui est qui est presque pendu en fait par le haut, quoi. Enfin, c'est très troublant. J'imagine que ça, c'était vraiment un travail minutieux au millimètre d'explication, de dialogue aussi avec le modèle pour obtenir la posture souhaitée, ou alors au contraire vous les laissiez relativement libres et puis vous étiez autour et à un moment donné vous voyez la chose que vous vouliez obtenir. Comment ça s'est passé exactement? Mais c'était très intuitif en fait. Ouais. Comme c'est des proches, en général il y avait quelque chose qui m'intéressait dans un décor ou juste je passais du temps avec eux, en tout cas dans le cadre de cette image-là, en disant ok, j'imagine cette photo-là, cette chemise elle m'intéresse, il y a une image à faire, et ça se faisait assez intuitivement. Cette photo, j'ai dû prendre 2 ou 3 prises maximum et je voyais en fait ce qui émergeait, et souvent c'était à l'editing que je me disais ok, en fait là il y a quelque chose qui se passe avec ce corps qui est quand même relativement raide. Il y a une raideur presque artificielle. Oui, et en fait c'était pas du tout ce qui était recherché, parce que l'idée c'était pas d'être intrusive en prise de vue ou que ce soit quelque chose qui soit dérangeant. C'était fait comme ça à certains moments parce qu'il y avait un décor ou une lumière, quelque chose, un ensemble, une composition qui m'intéressait. Et donc non, c'est pas du tout une mise en scène au millimètre décor ou une forme de chorégraphie. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de la vie. Et dans ces 2 livres, il y a des décors et il y a aussi des mots. Et dans votre cas, Nathalie, vos mots qui sont gorgés d'urgence, d'intensité et qui scandent et structurent les séquences photographiques, on les retrouve de différentes manières. Alors, je vais pouvoir le montrer. Ils sont parfois tapés à la machine, parfois ils sont manuscrits, comme ici, parfois ils sont raturés aussi, par votre main. Et lorsqu'on les rencontre de cette façon-là, on a l'impression que l'espace de la double page ne suffit pas en fait à les contenir. Les mots débordent littéralement, comme les souvenirs traumatiques qu'ils essaient d'exprimer. D'où ma question, est-ce que le livre, pour vous, c'est une tentative de cadrer ce trop-plein d'indicibles, de le faire entrer dans une narration, dans un espace photographique, afin de mettre en lui et vous une sorte de distance salutaire et réparatrice, quelque part? Alors je pense que comme beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, il y a quand même une envie d'enfermer certaines choses ou certains fantômes dans un livre.
Donc, je crois qu'il y avait ça. Au niveau de ces textes manuscrits, il faut savoir qu'en fait, on sait normalement le découvrir entièrement, parce qu'il y a plusieurs doubles pages, et en fait, le texte de double page en double page se suit, donc il y a moyen de pouvoir lire l'entièreté des textes qui étaient écrits. Je pense qu'ils ont aussi été écrits aller dans un flot de pensée. Et donc l'idée, c'était de pouvoir essayer de donner cette dimension-là, en fait, de choses qui débordent, de choses qui envahissent, qui prennent parfois toute la place, qui prennent de la place même quand on ne souhaiterait pas qu'elles prennent de la place. De pouvoir aussi évoquer l'enfance. C'est du texte qui a été écrit entièrement à la main gauche. Déjà physiquement, de le faire pour le livre, je l'ai écrit et réécrit. Il y avait vraiment une forme d'effort, presque de l'ordre de la performance, en tout cas dans l'exercice manuscrit de cette écriture. Et d'écrire aussi du texte un peu par bribes, quoi. C'est pas des phrases entières, c'est des groupes de mots qui sont extrêmement courts et qui se succèdent, comme une forme d'essoufflement ou d'allaitement quand on court ou qu'on fuit. Et j'avais vraiment besoin, et c'était pour moi la manière de l'exprimer, etc., le plus sobrement possible, en fait, avec le moins de mots. Je voulais pas tomber dans quelque chose de trop lyrique non plus, parce que c'était pas le but de tomber dans de la dramatisation, mais d'être dans quelque chose qui pour moi était le plus juste par rapport aussi à la sensation physique que je ressentais quand je me réveillais en plein milieu d'un cauchemar, ou que j'étais bloquée dans un cauchemar, parce que j'avais beaucoup de mal à me réveiller dans ces moments-là. J'avais du mal à me réveiller le matin, c'était vraiment compliqué. Je devais parfois mettre plusieurs réveils et ça ne suffisait pas à me réveiller, ou alors j'allais éteindre les réveils, même si quand il y en avait plusieurs dans la pièce, j'allais les éteindre et je me rendormais. Et c'est aussi pour ça que j'avais du mal et que j'avais des réticences à aller dormir, parce que j'étais là, je ne sais pas pendant combien de temps je vais rester bloquée là-dedans, puisque je sais que spontanément je ne me réveillerai pas. Et donc je pense qu'il y avait un peu tout ça, et d'être aussi dans quelque chose dans l'ordre de la rumination, de peur très très forte, et de flashs aussi qui reviennent, et de choses assez obsédantes, de choses qui reviennent en fait toutes les nuits. Voilà, toujours la même histoire, toujours la même course effrénée aussi. Voilà. Alors des mots, on en trouve aussi dans le livre d'Eleonora, qui a pour titre une phrase prononcée par une candidate d'un des programmes de télé-réalité. Néanmoins, Eleonora, vous n'incluez pas de texte additionnel au projet, tels ceux qui accompagnent traditionnellement un livre photo, mais un peu à la façon de Nathalie, vous utilisez plutôt l'élément textuel comme un matériau visuel qui sert de contrepoint aux photos. Alors on va regarder déjà la première chose qui nous intéresse, c'est la couverture du livre qui est faite de mots, vous allez voir. Voilà. Et donc elle est faite, la couverture recto-verso est composée de répliques dites par les participants et participantes, surimprimées en gros caractères sur une liste que j'imagine exhaustive des reality shows ayant été diffusés à ce jour à la télévision et sur Internet. Et il y a aussi cette page où les sous-titres d'un échange entre deux candidats blottis sous les draps apparaissent dans deux images. On peut y lire simplement « I love you » et « I'm about to rock my world ». Alors est-ce que vous pouvez nous parler de la présence des mots dans ce livre et de la manière dont elle interfère comme ça avec ce qu'on voit? Yeah, for me the taste was essential, like the images, and there are small phrases, I think that it's important to subtitle, to have some subtitles in the images, and also the front cover and the back cover have a list of the reality TV show produced in the history of television, and this is a list that I found on Wikipedia, and the dialogue is a dialogue between the actors in the Geordie Shore reality TV show, and also the title is from Geordie Shore.
Alors le texte est aussi essentiel que l'image. Il était important d'avoir certains sous-titres sous les images. Et ce qu'on voit sur la couverture, du coup, c'est une liste apparemment exhaustive des téléréalités depuis leur création. Et c'est une liste qu'on peut trouver, consulter sur Wikipédia. Et le dialogue qu'on voit... le titre du livre, Making Love to Jay is Gonna Be Like the First Time I Tried a Cheeseburger, c'est issu d'un échange entre deux candidats de la télé-réalité britannique Geordie Shore. Très bien, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Eleonora. Merci. On est pris par le temps, donc on va devoir terminer cet après-midi de rencontre. Merci à vous public d'être resté jusqu'au bout. Thank you too. I would like to thank Magali for curating my exhibition. Oui, Magali Avzou qui est parmi Merci. nous et qui est donc la commissaire de l'exposition que vous pouvez aller voir à la Kunstturm, c'est ça ? La Tour de l'Europe, pardon. Voilà. Dès à présent, si vous le souhaitez, peut-être d'ailleurs. Jusqu'à 18h, voilà. Merci encore Merci. Merci. et beau festival.